Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette conversation qui s'inscrit dans la saison Africa 2020, qui est portée par l'Institut français. Je salue au passage Ngone Fab, la commissaire générale. Nous sommes en direct du plus petit cirque du monde. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Patrick Bouchain et Sedame Kofi Agbojinou pour une conversation d'environ 1 heure. Sur le thème de la ville cosmopolite. Merci à tous. Je passe tout de suite la parole à Patrick. Sedame veut parler de ce que le village pourrait apporter à la ville. Alors parlez-moi de cette petite échelle. Évidemment, moi, mon modèle, c'est la structure villageoise. Et on peut reprocher beaucoup de choses à l'organisation villageoise, mais on ne peut pas nier que cette sorte de système d'obligation réciproque qui le structure, cette absence de notion de performance, de notion de capitalisation, cette distributivité, font un certain nombre d'éléments qui manquent aujourd'hui à nos constructions, à nos systèmes, à nos installations modernes et qui sont peut-être l'origine de beaucoup des crises que nous vivons aujourd'hui. Cette crise que nous vivons est à tout point de vue une crise de ce qu'on appelle l'urbanisme, une crise de la grande cité mondiale, des constructions à des échelles trop énormes qui contraignent un peu le génie du lieu. On s'était affranchi de ces échelles pour rentrer dans des systèmes plus grands parce que ces systèmes ne pouvaient pas passer à l'échelle. C'était très contraignant de maintenir les systèmes de relations de pair à pair à mesure que les installations devenaient très grandes. Donc on a basculé dans un système très monopolistique, très industriel, parce que c'était l'éthique pour accueillir des communautés plus larges. Mais je pense qu'avec les technologies qu'on a aujourd'hui, les technologies du digital, on peut se proposer cette ambition, donc d'avoir des systèmes de fonctionnement, entre guillemets, villageois, mais à l'échelle, en créant ce que j'appelle des communautés urbaines et avoir des systèmes de polycentres qui permettraient donc à ce génie du lieu de réémerger et de permettre aux gens de retisser encore du lien et ensuite de mettre un peu en rapport toute cette petite cellule qu'on créerait dans la ville grâce aux nouvelles technologies. Donc c'est paradoxalement un détour par il me semble, les technologies les plus avancées aujourd'hui, c'est par ce détour-là que nous revenons à des façons de faire très modestes, plus simples et organiques. Comme vous le savez, nos sociétés sont des sociétés qui sont encore monopolistiques, y compris les États. C'est-à-dire que quand on dit souvent que la société lutte contre l'État, c'est-à-dire que la société, en effet, ne veut pas de l'État parce qu'elle l'empêche de faire société, est-ce qu'il y aurait un moyen, en plus de la relation, on pourrait dire, de vie commune, est-ce que ça peut aller jusqu'à la gestion politique de nos sociétés? Historiquement, il y a deux façons de voir l'État. Il y a la façon de le voir comme une sorte de garantie de stabilité. C'est un peu ce que prônent ce qu'on appelle les contractualistes. Rousseau, Hobbes, etc. On considère que l'État est une sorte de chose du renoncement à de la liberté individuelle pour de la sécurité à des échelles larges. Et il y a d'autres courants qui voient plutôt en l'État, dès ses origines, comme une violence à la liberté et comme quelque chose qui est plutôt un dispositif coercitif qui nivelle, qui veut homogénéiser et que les peuples, en réalité, n'ont eu cesse que de vouloir échapper à l'État et ne sont pas venus se ranger sous ce parapluie tout à fait spontanément. Alors, quel que soit le point de vue dont on l'auréole, en quelque sorte, il me semble que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui nous oblige à réinventer un autre système. Alors, ça peut être un système à mi-chemin entre ces deux visions. Mais dans tous les cas, ce qui me semble important,
c'est qu'on s'autorise à envisager que peut-être que le système de l'État ne fonctionne pas et qu'on peut développer autre chose. Et j'ai l'impression qu'on ne s'autorise même pas cela. On oublie que c'est des hommes qui ont construit les institutions et que des hommes pourraient décider, dans des circonstances qui l'imposent, de changer de système. Et je pense qu'on est au cœur d'une circonstance aujourd'hui qui devrait nous autoriser cette virilité et cette audace de vouloir fonder quelque chose d'autre. En effet, vous venez de dire, ce sont les hommes. D'ailleurs, si on édicte des lois, des règles ou des organisations, c'est en général parce que certains hommes ou les hommes le décident, et donc on peut le remettre en cause. Mais quelquefois, ce sont des événements extérieurs qui nous obligent à le remettre en cause. On en a un exemple, je ne sais pas, avec l'économie. Mettons aussi, voilà, le système éducatif ou le système économique ne permet pas à tout le monde d'avoir un métier ou de travailler. On peut penser aujourd'hui que la pandémie qui est liée donc au coronavirus pourrait obliger. C'est une situation, c'est un imprévu. Alors, moi j'adore la situation imprévue parce qu'elle retourne des comportements qui des fois se sont installés. Donc on va aborder plusieurs sujets parce que je pense que ça vous concerne. Alors, un premier, puisque la raison aussi d'être ici, c'est qu'on vous a fait visiter ce matin le terrain d'un futur lycée. Et la discussion qu'on a eue ensemble, c'est de dire peut-être que l'absence du lycée, le sans lycée, est peut-être le moyen d'en parler. Donc, à vous entendre, il faudrait donc tout le temps expérimenter. Et pourrait-on expérimenter un autre mode d'enseignement, ou tout au moins un autre mode qui nous permettrait de mieux comprendre le monde dans lequel on est, et non pas d'apprendre pour acquérir des savoirs, mais apprendre pour comprendre. Ce qui me semble vraiment intéressant, et qui est un peu mon travail à moi aussi, c'est que vous inversez la logique, parce que quand on parle d'architecture, on veut mobiliser tout de suite l'habitat, donc on pense déjà à quelque chose de déjà là, hein, qu'il s'agit ensuite d'investir, et vous travaillez plutôt l'habitation. Et l'habitation, au sens de Heidegger, on habite quand on reste enclos dans ce qui nous est parent. Donc il me semble qu'il faut construire de la parenté. Et que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous vivons dans des environnements avec lesquels nous ne sommes pas en parenté. Nous avons des objets qui sont très éloignés de nous. On ne sait pas comment ils sont produits, comment ils viennent à nous. On vit dans des habitacles avec qui on ne rentre pas en parenté. Et cette idée d'investir un site qui est encore en friche, et de développer de la parenté au sens du milieu, c'est-à-dire rentrer en discussion avec le lieu lui-même et dans la dynamique de cette discussion avec le lieu, créer du lien et donc remobiliser de la nature et du groupe, me semble être la meilleure approche de l'architecture. Voilà, moi je suis allé en Afrique il y a très longtemps, et on en a parlé, et ça a été un choc. Voilà, moi j'ai disons, même y compris un choc physique, un choc avec les corps, c'est un choc avec l'environnement. Je veux dire, tout est choc, voilà, tout remet en cause. Et donc, j'ai souvent discuté justement avec des amis africains sur la façon dont les choses se transmettent. Est-ce que vous avez un point de vue sur, voilà, est-ce que c'est par expérimentation, par mimétisme, par spécialisation? Est-ce que vous avez rencontré dans votre enfance, ou éventuellement dans votre milieu, une autre façon d'apprendre que celle qu'on nous impose aujourd'hui? Alors, il y a un rapport plus direct aux choses. Il y a moins de médiation entre les gens et les choses en Afrique. Donc, beaucoup de la transmission est celle de l'expérience. Mais moi, j'aborderais plutôt la question de la transmission d'un point de vue généalogique. Et ça me permet de toucher du doigt un sujet très actuel, qui est la question de la durabilité. Et j'ai l'impression que la durabilité, au sens des Africains, c'est de se dire que tout ce qu'on a aujourd'hui n'est pas seulement à nous, mais à tous ceux qui nous entourent. Donc, c'est cette idée de propriété privée qui est très mitigée. C'est-à-dire que ce que j'ai aujourd'hui appartient à ceux qui vont venir après moi. Ce qui fait que c'est très difficile, normalement, pour un Africain,
de rentrer dans un système de consommation à échéance. Et la meilleure façon de faire cela, c'est de convoquer directement tous, c'est-à-dire même ceux qui vont venir après nous. Il faudrait vivre comme s'ils étaient déjà là. Et cette transmission par cette obligation de déjà rendre les gens présents me semble être un des dispositifs de la sagesse, ce qu'on appelle la sagesse africaine, dont le monde pourrait profiter. Je vais avoir plusieurs questions après vos premiers exposés. Alors sur la première question, c'est sur l'enclos. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que le fait de se mettre enfermé ou éventuellement de se regrouper, ça pouvait produire le début de quelque chose. C'est quoi cette idée de l'enclos? Alors j'ai parlé d'enclos parce qu'on était sur le site d'un futur lycée où vous vous amusiez déjà à mettre en place le lycée avant le lycée. Et donc ça m'a fait penser à ce qui est l'équivalent du lycée dans le système traditionnel africain, qui sont ces lieux d'initiation, où on regroupe les jeunes sur une classe d'âge et où on crée la cohésion en fait. Ce qu'on appelle la solidarité africaine est créée de façon artificielle par un certain nombre de dispositifs, dont l'enclos d'initiation. Et cette réclusion où vous êtes obligé de manger ensemble, de dormir ensemble, de danser ensemble, est le moment où vous faites corps. Et cette cohésion que vous avez développée est mise ensuite au service d'un développement cohérent du village. On ne peut pas être de la même classe d'âge, je suis désolé Patrick, mais si on avait été ensemble, si ma maison tombe, eh bien vous avez l'obligation, parce que vous êtes mon co-initié en quelque sorte, de venir m'y aider. D'autres questions, parce que justement, le système éducatif organisé se pose la question d'avoir pas pris le virage numérique, comme on dit. Et c'est vrai que vous avez des enfants, donc des jeunes, qui sont à l'intérieur d'un établissement d'enseignement, à qui on dit qu'on n'a pas pris le virage numérique et qu'on équipe, disons, techniquement, alors que ces mêmes personnes, on pourrait dire, ont appris dans la rue ou appris par mimétisme, au contact des autres, au maniement d'un outil que ceux qui voudraient nous les imposer ne connaissent pas bien le fonctionnement. Peut-on en effet apprendre quelque chose d'un objet dont on ne connaît pas comment il fonctionne et s'en servir comme il était peut-être imaginé par son créateur ou éventuellement envisagé, parce qu'il n'avait sûrement pas envisagé ce bouleversement-là. Et est-ce qu'on peut donc apprendre en dehors de l'école un outil qui relierait en dehors de l'école? C'est presque l'enclos que vous êtes en train de décrire. On pourrait presque décrire que la future école, ce serait un enclos en dehors de l'école où il n'y aurait que des outils numériques et des danseurs. Exactement, c'est tout le problème de la production du savoir, de la production d'expérience. Aujourd'hui, c'est le mode de la production. Alors, il y a des modes très verticaux, et puis il y a, qu'on pourrait imaginer, que ce soit plus organique. Et là-dessus, le souci avec les nouvelles technologies, ce que moi je dis souvent, c'est que les technologies naissent bonnes et que c'est la Silicon Valley qui les corrompt. Et que si on prenait les technologies vraiment à leur source, avec le potentiel qu'ils ont, on se rendrait compte qu'elles matchent idéalement avec l'organique. On a des technologies aujourd'hui qui semblent être faites pour un retour au lien social, un retour même à des structures très complexes qui ressemblent à des structures de la nature, ou en tout cas à des structures sociales, pour sûr. Et c'est parce qu'on les fait passer par un filtre qui destine les objets qui sortent en bout de chaîne au marché, qu'on a des devices qui créent des perturbations dans l'organique. Alors on les ferait passer par un autre filtre, on aurait peut-être des produits qui permettent d'enchasser très fortement ces technologies-là dans le social et de permettre au social lui-même d'être enchâssé tout aussi fortement dans le biosphérique. Alors, quels pourraient être ces nouveaux filtres, ces nouveaux cribles par lesquels on passerait la technologie? Il me semble que des pistes comme les enclos d'initiation, des lycées avant le lycée, etc., sont des pistes intéressantes à suivre. En effet, c'est en même temps
voilà, on a en nous énormément de choses. On a peut-être en nous la construction mathématique avant d'apprendre des mathématiques, la construction grammaticale et autres. On ne pourrait pas apprendre à parler aussi vite et à compter aussi vite si on n'était pas nous-mêmes une machine magnifique, possédant déjà énormément de choses, et que des fois il faut peu de choses pour les révéler. Et vous avez raison, il y a un filtre qui est un filtre donc pour nous aliéner et éventuellement nous rendre consommateurs de cet objet qui a été inventé par un homme, quand même, de toute façon. Ce qu'on pourrait aborder ce sujet, c'est qu'est-ce qui permettrait qu'avec un outil nouveau, puisque voilà, vous en avez parlé, moi je pense que vous avez raison, le téléphone, par exemple, a été un outil de communication magnifique. Et donc là, c'est comme un téléphone amélioré, puisque c'est un visio-téléphone portatif. Et peut-être même, moi j'en discutais souvent avec des amis africains, le retard que l'Afrique avait pris au niveau des infrastructures trop lourdes pour donner la téléphonie à l'Afrique, l'arrivée du téléphone portable a permis que sans infrastructure, l'Afrique puisse avoir le téléphone. Et éventuellement, j'ai connu des gens qui n'ayant pas eu de téléphone avant, ayant eu ce téléphone portable, on pourrait dire, s'en sont servis de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus utile que nous nous en servions, qui n'était qu'un objet prolongeant notre téléphone avec fil. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que, comme ça, des technologies qui n'ont pas été produites par un pays, mais dont le pays voit dans la technologie le génie détourné ou le génie oublié. C'est ce que j'adore justement quand quelqu'un, je dis souvent, quelqu'un qui est incompétent ou quelqu'un qui est candide, ou un enfant, dont très souvent la fraîcheur de l'enfance permet de redécouvrir l'essentiel des choses. Est-ce qu'on pourrait dire que là, quelquefois, la technologie, quand elle arrive chez quelqu'un qui ne l'a pas fabriquée, il la détourne, c'est-à-dire qu'il la prend pour le meilleur de ce qu'elle est. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que cet état-là qu'on est en train de décrire tous les deux, est-ce qu'il est favorable au développement des pays qui étaient en retard sur le plan industriel et qui, de fait, ont oublié ce moment peut-être dramatique qui a été l'industrie, et du coup, ce retard devient de l'avance. Est-ce que vous avez un point de vue sur ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je mettrais juste, je dirais juste que ce n'est pas tout à fait juste de dire qu'il y a des pays qui n'ont pas inventé ces technologies. Il y a certes des pays africains en sont, qui sont en retard. Vous serez d'accord avec moi que toute l'invention moderne occidentale, tout le concept, en tout cas esthétique, toute la logique mécaniste occidentale, qui lui a permis d'ailleurs de s'étendre, s'est construit sur l'observation notamment en étant inspiré beaucoup des canons africains et même des concepts africains. Donc, c'est peut-être pour ça que les Africains se reconnaissent si facilement dans ces technologies et se les approprient aussi simplement. Et dans l'appropriation première, on verra qu'ils auront des utilisations plus saines de ces technologies. Et tout l'effort est de creuser cette intuition première du potentiel de la technologie chez les Africains avant qu'ils soient rattrapés eux-mêmes par des logiques de consommation plus mercantiles. De mon point de vue, l'Occident, en tout cas l'Europe, c'est beaucoup pour sa régénération et faire sa révolution conceptuelle, y compris surtout design, a beaucoup regardé les avant-gardes, le mouvement fonctionnaliste, utilitariste en architecture, même beaucoup plus en amont avec le nombre d'or, etc., ont regardé et ont beaucoup puisé dans l'esthétique africaine pour développer leur propre esthétique. Ce que je dis, c'est qu'en Afrique, par le même geste, on adresse l'esthétique et l'éthique. Et que maintenant, il faudrait essayer de voir comment, cette fois-ci, on essaie de piller l'esthétique et l'éthique qui va de pair avec l'esthétique. Et c'est dans cet effort, cette fois-ci, de vouloir se régénérer avec l'éthique africaine que peut-être c'est dans cet effort que l'Occident arrivera peut-être à trouver une solution aux problèmes qui
qui le mine aujourd'hui. Et quand je parle d'Occident, je ne parle pas de l'Amérique du Nord et de l'Europe seulement, puisque l'Occident est aujourd'hui déjà global. Peut-être encore une question que vous avez posée tout à l'heure entre compétitivité et alliance. On pourrait dire qu'il y a eu voilà, des recherches, y compris en informatique, ou des recherches qui s'appuyaient justement, vous m'y faites penser, sur des jeux. Il y avait des jeux africains, d'ailleurs, auxquels j'ai joué, qui étaient des lieux d'alliance ou des lieux de compétitivité, qui sont des jeux apparemment très simples dans leurs objets ou dans leur manipulation, et très complexes sur le plan mental. Et c'est vrai qu'on a souvent vu des gens jouer, ça existait comme ça, y compris en Europe, sur des places publiques, et des enfants apprendre à jouer en regardant les autres jouer. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, mais après la guerre, il y a eu des premiers programmes donc, informatiques qui étaient essentiellement sur des programmes d'alliance. Et pour des raisons militaires, comme il fallait développer des programmes pour se préparer donc, à utiliser cet outil dans l'armement, on a plutôt développé des programmes de compétitivité. C'est celui qui annule l'autre. Quel est le moyen, en fin de compte, d'être l'adversaire et de gagner sur son adversaire? Donc, du coup, enfin, vous l'avez déjà abordé, mais en effet, peut-être que cet archaïsme, ou ce socle commun, ou ce tronc commun à l'humanité, là, vous avez raison, il est sur votre continent. Et donc, c'est de ce tronc commun qui est une grande abstraction et qui pourrait permettre de comprendre le monde dans lequel on rentre. Et comme le sujet de notre entretien, puisque nous sommes tous les deux architectes, donc c'est peut-être ça qui nous permettrait d'être dans le même enclos, ça sera plus une tranche d'âge, une tranche de compétences. Et si on avait une ville à faire, ou si on avait des conseils à donner, et on le voit par la pandémie, tous les grands systèmes voilà, qui concentrent trop les gens, qui enferment trop les gens, sont donc dangereux et on risque de rentrer dans une période de pandémie répétitive. On va devoir revoir nos modes d'habiter ensemble, d'organisation, qui risquent de revenir à des modes d'habiter dont vous parliez tout à l'heure, qui ne sont pas ceux qui ont servi à l'industrie ou autre, mais qui serviraient à l'harmonie. Comment fait-on? Est-ce qu'on y va en travaillant sur le petit et en prenant un sujet comme vous faites, vous, je crois, en Afrique, vous prenez un sujet et vous faites tout, vous êtes une sorte d'auto-promoteur, auto-constructeur, auto-concepteur, et comme un artiste, vous contenez le tout, et en contenant le tout, vous dirigez chaque élément de ce tout pour obtenir un résultat autre. Mais est-ce que vous passeriez par le petit en disant ben, je vais démontrer que c'est comme ça qu'il faut faire, ou est-ce que vous passeriez par disons une nouvelle règle pour que le grand s'en empare? Alors moi, je passe par le tout parce que je propose des systèmes constructifs qui ne sont pas vulgarisés. Et j'aurais bien du mal à recruter un entrepreneur dans le personnel classique qui pourrait prendre en charge mes chantiers. Donc c'est par défaut. Mais idéalement, moi je dis que la belle architecture, c'est celle des Beta Maribé du nord du Togo, où il y a certes un maçon qui est initié, qui a l'art, mais où tout le monde construit. Et on construit pour chacun à tour de rôle, mais en mobilisant à chaque fois le village. C'est cette approche-là qu'il faudrait retrouver. Et cette approche organique. Le problème dans le système mondial, dans le logiciel actuel du monde, c'est qu'il est fondé sur la pensée moderne européenne. Et cette pensée moderne elle-même a deux moments de rupture avec l'organique dans son histoire. Il y a cette idée que l'homme doit s'abstraire de la nature, qui a été la première rupture avec les choses. Pour être homme, il faut être enclos, mais cette fois-ci dans un environnement maîtrisé. Et une deuxième rupture qui disait que pour être réellement encore mieux homme et être homme raffiné, il fallait être seul. Il fallait développer plutôt de l'intériorité et que d'ailleurs les systèmes de concurrence de tous avec chacun
était la loi naturelle. C'est ce que dit Adam Smith. Donc ces deux ruptures avec la nature puis avec le groupe sont toujours présents dans ce logiciel qui est le partage de l'humanité entière. Alors que la crise que nous vivons aujourd'hui nous prescrit plutôt de laisser le potentiel de l'humain s'exprimer et qu'il s'épande, qu'il multiplie les liens. Les gens les plus isolés ont dû être ceux qui ont le plus souffert dans le cadre de cette crise, et surtout qu'ils retrouvent la connexion avec la nature. Donc, les planificateurs aujourd'hui, ou les architectes, devraient être ceux qui vont à rebours du fondamental de la pensée moderne et qui font des projets de la multiplicité du lien et de cette sorte d'expansion dans la nature, avec cette volonté de vouloir tisser avec la nature, de mon point de vue. Mais alors, ça veut dire qu'on fait une école, du dehors, une école de la rue, ou une école où il n'y a pas de lieu spécifique à l'école. C'est-à-dire que c'est en fait compte vivre ensemble qui oblige à répondre à des besoins comme se soigner, construire, créer, jouer. Donc ça remet en cause les équipements spécialisés ou les équipements spécifiques. Oui, certainement. Et ce que vous dites là, l'affirmer il y a quelque temps, il y a un an, pouvait paraître encore bizarre, mais ce que moi je dis, c'est que dans la circonstance actuelle, il ne faut s'interdire aucune audace et s'autoriser à imaginer les projets les plus fous. Nietzsche disait que je suis rassuré chaque fois que je vois quelque chose d'ancien dans une innovation. Donc, quand moi je vois ce chantier que vous mettez en place pour ce lycée avant le lycée, et que je vois que c'est un aîné qui en a l'intuition, ben, je suis rassuré aussi. Ça veut dire que ces façons de faire indisciplinées ne sont pas l'apanage de générations, mais sont des intuitions cycliques. Et il faut les aider à pouvoir se structurer, prendre de la bouteille et résister à la norme qui écrase tout. On va demander à la personne qui récolte les questions s'il y a des questions extérieures, et sinon aux 5 personnes qui se trouvent ici, s'ils ont une question à nous poser. C'est la mèche, je crois savoir que former des jeunes à l'aimer dans les Fab Labs, que tu as monté, je crois. Et donc je voulais savoir en fait comment se passait cet enseignement en fait qui se fait, il me semble, en dehors des institutions justement. Alors ce sont WellLab 0 et WellLab Prime, 2 lieux complètement ouverts et de partage. Donc l'idée c'est qu'il y ait des communautés qui se forment, la communauté de 0, la communauté de Prime, et que la première source de formation, en quelque sorte, soit la communauté. C'est-à-dire que si on est un architecte, un urbaniste, un anthropologue, un designer, etc., dans le groupe, et qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on aura chacun développé la compétence des autres parce qu'il y a une astreinte réellement au partage. Et ça, on le fait dans le cadre de brainstorming, d'obligations réellement cycliques à ce que chacun fasse un cours aux autres, etc. On fonctionne beaucoup aussi sur le partage. On a un programme qui s'appelle la Way Academy, c'est-à-dire que si vous venez nous visiter, systématiquement on vous demande si vous avez une compétence et si vous souhaitez la partager avec la communauté. Donc on vous programme, c'est tous les mercredis, donc pour le mercredi qui est dégagé, et vous venez faire un cours à l'ensemble de la communauté. Et comme on a énormément de passages, quelqu'un qui est dans la communauté apprend beaucoup. Un ingénieur du MIT qui passe au Togo va vouloir venir voir WellLab et va se retrouver. Chacun joue le jeu, généralement spontanément et avec plaisir. Donc on apprend comme ça sur du passage et sur cette astreinte à échanger. Après, il y a tellement de choses en source ouverte aujourd'hui. Et pour les projets spécifiques, ben, on va en ligne et on mobilise ce dont on a besoin. Donc c'est un centre de formation sans formateur en réalité, autre que le dispositif de responsabilité de chacun à transmettre à l'autre.
est-ce qu'on pourrait faire un vœu? Alors moi, j'en ai fixé un, c'est qu'on se reverra. Donc, c'est que toute rencontre n'a d'intérêt quand elle marche, qu'elle continue. Donc, on pourrait dire que moi, mon vœu, c'est qu'on fasse un mariage ou une relation ou un échange. Et on pourrait faire que peut-être des savoirs, des techniques, des pratiques qui sont identiques ou l'une est dans l'autre, donc soient solidaires et que vous reveniez donc régulièrement à Bagneux et que nous allions au Togo. Donc ça, c'est mon vœu. Alors, quel est le vôtre, Selami? Je partagerai celui-là. Bon. Je lui donne plus de force. Si on travaille ensemble, enfin, on va travailler ensemble, on va travailler sur un objet concret, donc une construction, il faudrait qu'on se pose une question de fond, justement, pourquoi on a fait la table rase? Quelle était cette idée de la table rase, de gommer et de classer, quoi. Si vous pouviez conclure sur ça, quoi. Pourquoi la modernité a voulu vraiment faire la table rase? Oui, je dirais que le vrai problème est celui-là. C'est un problème de ce pas de côté qui nous permet de nous rendre compte que certaines associations ne valent plus, en fait. Ce qui nous paraît sérieux à tout point de vue aujourd'hui, ce qui nous paraît moderne, n'est pas complexe. C'est beaucoup d'addition, de complexification, c'est une suite de complexification, mais le complexe est dans le simple, le complexe est dans la nature, le complexe est dans les structures sociales organiques des sociétés de tradition au niveau de subtilité où ils les ont portées. Et tout le monde moderne s'est construit sur l'effacement de cette complexité en habillant son vide de complexification. Parce que cette complexité était difficile à travailler dans cette volonté de tout mettre égal, etc., etc. Donc, l'effort aujourd'hui, c'est d'oser aborder le complexe et ne pas avoir peur du complexe, comme les enfants peuvent l'aborder, et ne pas démissionner en mettant en avant toute une logique rationnelle qui, en fait, nous évite de nous poser les vraies questions. Mais pour faire ça, il faut un premier moment de désillusion où on met fin aux associations un peu problématiques. Pour les Africains, c'est mettre fin à ces associations qui sont que ce qui vient de l'extérieur est moderne et ce qui est à nous est archaïque. En fait, ce que les Africains font depuis toujours et ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui, au sens de le moderne, c'est ce qui répond le mieux aux problématiques de nos jours. Et tout ce qui est importé, en fait, beaucoup de ce qui est importé est archaïque. Et pour les Occidentaux, c'est la même chose. Il faut comprendre que la richesse, c'est de la pauvreté, en réalité, et que la pauvreté, c'est de la richesse. Et quand on a fait ce petit... quand on est né à cette désillusion, on peut lancer les chantiers nécessaires que nous impose le genre de crise que nous traversons aujourd'hui. Ah oui, je pense qu'il faut être héroïque pour être simple, et être simple pour avoir la capacité de ne pas avoir peur de la complexité, quoi. Hein, il faut être capable de rentrer dans cette société complexe, et je pense que là, on l'a complexifiée, et on pourrait dire qu'elle est devenue cynique plus que complexe, quoi. Quand on nous dit voilà, l'administration est complexe, non, l'administration dans son fonctionnement est cynique pour empêcher justement de faire apparaître la complexité. C'est pour cacher la complexité. Et le modèle qui prend autant d'énergie pour produire un modèle, le temps passé pour produire un modèle qui est pour cacher la complexité, si on donnait ce temps-là pour regarder la complexité, en effet, le monde serait ailleurs. Eh bien, nous allons rester sur ces bonnes paroles et nous souhaiter donc de revenir vite.